Alors, je vous propose de continuer nos échanges, toujours dans cette partie 1 où on laisse la parole aux acteurs. Et c'est vrai qu'à l'Institut, on n'aime pas organiser un colloque en droit de la santé sans écouter le point de vue du patient. Eh bien là, sur une thématique de santé en prison, eh bien, on veut avoir le point de vue de la personne détenue et de son représentant. Et donc, je remercie sincèrement Stéphane, qui a accepté de nous faire partager son expérience, nous expliquer comment ça se passe de l'intérieur, et puis également Maître Benoît David, qui est représentant de personnes détenues, qui pourra porter leur parole et puis faire état des problématiques plus juridiques, pratico-pratiques auxquelles il est confronté. Donc on va essayer, si vous le voulez bien, respecter votre temps de parole, ce qui permettra de prendre des questions après chaque intervention, ou des questions communes à la fin. On va voir comment les choses évoluent. Et je vous cède donc la parole, Stéphane, en vous remerciant encore une fois de votre présence aujourd'hui. Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est important pour moi de pouvoir parler de ce qui se passait à l'intérieur, donc je suis très touché pour cette invitation. Je vais juste vous parler de ce que j'ai pu voir, notamment quand j'étais à Fleury-Mérogis. C'était, on va dire, 2015, 2016, 2017 à peu près. Voilà, déjà quelque chose qui m'a assez marqué, je vais parler de Michel, qui était mon co-détenu à un moment, et il a eu un moment une rage de dents. Du coup, il a toqué à la porte de la cellule, il a attendu que le surveillant vienne ouvrir, il a dit au surveillant, « Surveillant, j'ai très 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 mal aux dents, aidez-moi, il faut que je voie le dentiste. » Le surveillant a dit, il faut suivre la procédure. Vous écrivez un mot au service médical pour dire que vous voulez voir le dentiste. Donc il a fait ça, et d'abord il a dit, mais c'est maintenant que j'ai mal aux dents. Il a dit non, il faut suivre la procédure. Donc il a écrit au dentiste. Après, pour pouvoir écrire, il faut pouvoir sortir de la cellule pour mettre l'enveloppe dans la petite boîte aux lettres. Et comme vous le savez, en maison d'arrêt, vous ne pouvez pas sortir comme vous voulez de la cellule. Il n'y a même pas de poignée à la porte. Vous devez attendre qu'un surveillant vienne vous faire sortir. Donc il a dû attendre la promenade, mettre son enveloppe, attendre. Il a attendu 1 jour, 2 jours, 3 jours, pas de réponse. Et du coup, il a fini par s'arracher la dent tout seul, avec les conséquences que vous pouvez imaginer. Moi, quand je suis arrivé, alors peut-être, je ne sais pas si c'est le choc de l'arrivée, j'ai eu plein de problèmes de peau, ce qui ne m'était jamais arrivé non plus, mais jusqu'à me gratter et parfois jusqu'au sang. J'ai écrit au service dermatologique et pas de réponse pendant plusieurs mois. Et du coup, j'ai dû me débrouiller tout seul avec de l'eau, le petit lait qu'on pouvait cantiner, etc., pour pouvoir essayer de régler ce problème. Quand le dermatologue m'a appelé 6 mois après, j'avais réglé mon problème tout seul finalement. Donc ça, c'est un petit problème. Un gros problème, c'est dans la rapidité des soins. Et c'est pas comme dehors, quand vous êtes malade, vous pouvez aller assez rapidement voir un médecin, mais dehors, c'est un peu compliqué. J'ai eu aussi un problème de vue, où ma vue, elle a énormément baissé. Peut-être ça peut s'expliquer pour plusieurs raisons, j'essaie de comprendre pourquoi notamment. C'est dans les cellules, vous avez un système de barreaux, mais derrière les barreaux, maintenant ils ont mis des caillebotis derrière. C'est encore des barreaux plus petits pour éviter de faire passer des choses à l'étage en dessous, etc. Mais bon, ça n'empêche rien du tout en vérité. Mais du coup, votre regard, il ne voit pas l'horizon, il ne voit pas loin. Du coup, on est assez réduit. Les cellules, dans mon souvenir, c'était pas très très bien éclairé, et du coup, pour lire, c'était un peu compliqué. Je travaillais aussi à l'atelier de Fleury-Mérogis, où on faisait des petits travaux tout le temps. Par exemple, moi, j'avais les bouchons pharmaceutiques, et il fallait mettre dans une poubelle ceux où il y avait des rayures, et dans une autre boîte ceux qui étaient en bon état. Et du coup, quand vous faites ça pendant 5 heures, les yeux, ils en prennent un coup. Et après, pareil, pour voir l'opticien, ça a été très très long. Et j'ai eu mes lunettes au bout d'1 an ou quelque chose comme ça. Ça a été assez compliqué. Effectivement aussi, j'ai un camarade qui est parti à l'hôpital pour un problème. Et c'est comme vous avez dit tout à l'heure, il y a un gros souci, c'est notamment que vous êtes entravé. Donc psychologiquement, c'est dur à vivre. Et donc, pour revenir à l'extraction, effectivement, il arrive que des patients ne veulent pas voir le docteur pour toutes ces raisons-là. Et d'ailleurs, on avait fait avec l'association Banc Public que dirige Maître David, une journée il y a quelques temps à Rouen sur le thème de la santé en prison, et un docteur de la maison d'arrêt de Rouen nous avait dit qu'il existe des patients invisibles. C'est-à-dire, c'est des détenus qui n'osent pas dire qu'ils sont malades, pour pas vivre tout ça, pour pas vivre l'entravement, mais aussi pour pas vivre ce qui se passe en salle d'attente. À savoir que c'est effectivement un milieu qui est assez anxiogène.
quand vous avez rendez-vous avec le docteur, vous n'y allez pas directement. On va vous faire attendre peut-être 1 heure dans une salle avec une dizaine d'autres détenus. Et parfois, c'est super stressant, parce que la salle d'attente, c'est une cellule, donc c'est la taille de 9 mètres carrés, parfois deux cellules réunies. Et c'est super stressant dans le sens où, comme vous l'avez dit, il y a des rapports de force entre les détenus, et vous pouvez vous sentir vite stigmatisé ou agressé. J'ai en tête Stevenson, un camarade, qui était dans la salle d'attente. Il a vu un autre détenu qui était en train de fumer. Il lui a dit « Tu peux arrêter de fumer, s'il te plaît ?» La réponse de l'autre, ça a été de prendre sa tête et de la mettre contre le mur. Voilà, c'est plein de choses comme ça qui font que peut-être vous préférez rester dans votre cellule tranquille pour éviter toute cette ambiance-là. Donc, voilà, c'est pas simple de repérer les détenus qui vont bien ou qui vont mal aussi. Je viens d'avoir un message de la compagne d'un ancien détenu qui est sorti et qui est malheureusement décédé 3 mois après sa sortie. On reste toujours en lien. Je lui ai dit qu'elle pouvait venir aujourd'hui si elle voulait. Elle pouvait pas, mais elle m'a dit une anecdote. C'est que quand elle est sortie, elle a récupéré donc les affaires de son mari, Patrick, et notamment le dentifrice. Et à noter que ce qu'on vous donne pour les soins hygiéniques, c'est pas forcément la meilleure qualité. Et c'était un dentifrice, ça va, de mauvaise qualité. Et elle dit effectivement, quand elle-même, elle a voulu se brosser les dents avec ce dentifrice-là, elle a eu des infections de la gencive qu'elle a montré à un dentiste qui lui a expliqué effectivement, c'est pas le top du top qu'on donne aux détenus pour prendre soin de lui, à vrai dire. Autre chose aussi pour prendre soin de sa santé, souvent on peut avoir très froid. Moi j'ai eu très froid à Fleury-Mérogis. Pourquoi? Je suis arrivé déjà quand il commençait à faire froid, en octobre, quelque chose comme ça. Et à noter que quand vous arrivez, on vous enlève certains vêtements qui ne sont pas autorisés. Moi j'ai tout le temps des vêtements à capuche. On m'a enlevé les vêtements à capuche, pas le droit des vêtements à capuche. J'avais un blouson en cuir, pas le droit au blouson en cuir. Du coup, je me suis retrouvé avec le petit pull qui était donné par l'administration pénitentiaire. Pendant 3 semaines dans la cour de promenade, j'avais super froid parce que le temps de faire la démarche auprès de SEP 91, par exemple, pour avoir des vêtements, voilà, ça prend du temps. Le temps d'avoir votre premier parloir pour recevoir du linge, ça prend du temps aussi. Donc, il y avait vraiment un souci. Autre problème pour avoir des couvertures, c'est pas si simple que ça. Au début, on avait une seule couverture qui gratte d'ailleurs, qui n'est pas de très très bonne qualité. Voilà. Après, pour les repas, je pense pour avoir une bonne santé, c'est important d'avoir des bons repas. Alors effectivement, si vous avez un peu d'argent, si vous recevez de l'argent de votre famille, vous pouvez cantiner et avoir des meilleurs produits. Mais si vous êtes indigent, c'est-à-dire vous n'avez pas d'argent qui arrive, vous ne travaillez pas, les repas ne sont pas top du top. Je peux dire ça parce que j'ai travaillé notamment quelques mois dans la cuisine de Fleury. Et notamment, par exemple, il n'y a pas toujours d'accompagnement, c'est des fois brut, des fois c'est très mal cuit, ça c'est vrai. Et quand vous arrivez en bout de chaîne, vous avez dit c'est des longs couloirs avec 50 cellules à peu près par couloir, et du coup vous commencez par une cellule, et parfois à l'arrivée à la dernière cellule, il n'y a plus les frites, il n'y a plus le dessert. Et ça m'est arrivé une fois même qu'on a oublié de nous servir le repas. Donc il y a un petit souci dans la qualité, enfin même des fois un grand souci dans la qualité du repas, et il y a des camarades qui mangent assez peu, et je pense que ça peut poser pas mal de problèmes, hein. Là j'ai parlé de la santé physique, mais bien sûr il y a la santé mentale, et ce qui est assez flagrant, c'était malheureusement le manque de psychologues. On n'est pas en prison par hasard et on aurait tous besoin d'un suivi pour pouvoir réfléchir pourquoi on a été en détention et comment on pourrait progresser sur soi. Mais quand j'y étais, je me souviens, il y avait peut-être, je me souviens de M. Benoît d'ailleurs, il y avait 2 psychologues dans le bâtiment où j'étais. Vous imaginez 2 psychologues, dans chaque bâtiment il y avait quasiment 700 personnes, alors que les 700 personnes auraient besoin de parler. Donc déjà, pour pouvoir voir le psychologue, il va falloir avoir la démarche de le demander, d'écrire. Mais tout le monde n'est pas apte à écrire, à faire la demande. Donc ça, c'était vraiment un gros souci. Ou même faire des groupes de parole. Forcément, il n'y a pas assez de personnel pour faire des groupes de parole. Donc pas mal de détenus, c'est un peu malheureux. Je pense à Yanis, par exemple. Lui, il a passé ses 3 premières années de Fleury dans sa cellule, sans suivi. Et là, je me dis, mais c'est quoi le sens de cette peine? Il est resté devant la télé à attendre son jugement, sans voir de personne pour le faire réfléchir à pourquoi il est là. Et voilà, c'était vraiment problématique. On a parlé des suicides aussi. Sur la prévention des suicides, je vais parler de 2 cas. C'est un jour, j'étais à la messe, on était avec Stevenson à la messe. Il y a Laurent, un camarade qu'on connaissait depuis 2 ans. Il est venu nous voir pendant la messe. Son procès arrivait la semaine qui suivait. Il est venu nous dire... si mon procès se passe mal, je me suicide.
Alors on essaye de lui dire, mais non, non, te suicide pas, tu peux faire appel du jugement, et puis tu as déjà fait du temps, même si tu prends une grosse peine, avec les remises de peine, ça va se réduire. Il a dit, non, non, je me suicide. Du coup, nous, en tant que détenus, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Du coup, on a dit aux surveillants du rond-point, on a dit à un aumônier, et après, on était enfermé dans notre cellule, on ne pouvait plus rien dire. Du coup, on a essayé de prévenir comme ça. Son jugement arrive. Et le lendemain matin, il a été retrouvé pendu dans sa cellule. Il a attendu que son co-détenu aille en promenade, donc il s'est retrouvé seul. Et voilà, ils l'ont retrouvé, il était dans le coma, ils n'ont pas réussi à le réanimer. À noter que le directeur du bâtiment où on était, il est venu me voir, moi et un autre, enfin il nous a fait convoquer dans son bureau, parce qu'il savait qu'on avait passé le mot finalement, et il nous a dit, mais vous savez, on a fait tout ce qu'on a pu. C'est son choix. Et en tant que détenu qui n'était pas encore jugé, on ne savait pas trop, du coup on ne pouvait pas faire grand-chose, et c'est pour ça que je pense que maintenant, c'est important pour moi de témoigner pour raconter un peu ce qui se passait, quoi. Et à noter, on a prévenu, et pourtant il existe des choses, vous avez parlé, je crois qu'on appelle ça des cellules anti-suicide, mais quand on revient du jugement, le surveillant, il vous ramène directement dans la cellule sans discussion. Souvent on revient très tard le soir, hein, ça pourrait être à 2h, 3h du matin. Donc du coup, le détenu, c'est un choc effectivement pour les victimes, mais c'est aussi un choc quand vous connaissez votre peine et tout ça. Vous vous retrouvez tout seul dans la cellule avec vous-même, avec le poids à porter, mais qu'est-ce que je vais faire? Il avait pris 15 ans pour l'occasion, du coup ça a dû être lourd à porter. Et c'est dommage qu'il y ait une sorte de principe qui pourrait être fait quand quelqu'un finit son procès, qu'il aille voir quelqu'un pour en discuter, pour faire une décompression. Ça c'est vraiment très très triste, que ça aurait pu être tellement évité. Je pense également à Yanis, un autre qui c'était mon co-détenu pendant longtemps, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est resté 3 ans sans sortir de sa cellule. Et bien lui, juste avant son jugement, lui c'est pas après, mais c'est avant son jugement, il a pris des cachets. En gros, il recevait des cachets du docteur, on lui donnait une petite enveloppe, les médecins ils toquent à votre porte, ils vous donnent une enveloppe avec des cachets somnifères si vous avez demandé, etc. Sauf le fait c'est qu'il ne les prenait pas, et qu'il a tout gardé, et qu'il a pris avant son jugement. Pareil, il a eu du coma, il a réussi à en sortir. Il est parti à l'hôpital de Fresnes, etc. Mais pareil, ça aurait pu être évité. Dans le sens, déjà, il était indigent. Il avait pas un avocat. Il avait un avocat commis d'office qu'il a vu juste avant le procès. Du coup, pendant toute sa détention, il s'est senti complètement perdu, sans soutien familial, sans quasiment voir son avocat. Après, vous allez me dire, oui, mais il y a un conseiller d'insertion, parce que chaque détenu, on lui donne un conseiller d'insertion qui va l'aider à se réinsérer. Mais pareil, les conseillers d'insertion, ils doivent peut-être traiter 80 ou 100 cas, ils doivent accompagner 100 détenus. Et comment souvent, c'est des jeunes qui arrivent, et comment ils peuvent accompagner chacun, c'est super compliqué. Et ça aurait pu être évité aussi. À noter aussi, à propos des cachets, j'avais vu ça dans la cour de promenade, c'est certains faisaient la demande de cachets, si le Subutex et autres, pour pallier à leurs addictions. Il y en a, le fait c'est qu'ils ne les prennent pas et qu'ils les revendent en cours de promenade contre d'autres produits. C'est juste pour dire que ça existe. Après, pourquoi des fois on peut avoir des problèmes psychologiques ou se sentir mal ou avoir de la dépression? C'est qu'aussi en maison d'arrêt, on a un gros problème de sommeil. Le manque de sommeil, ça joue beaucoup. On en a parlé tout à l'heure aussi un peu, mais pourquoi ce manque de sommeil? Déjà, il y a énormément de bruit en maison d'arrêt, à toute heure de la journée et de la nuit. D'où vient ce bruit? C'est déjà... Il y a les télés qui sont mis des fois super forts. À noter qu'à Fleury-Mérogis, dans la cantine, ils mettent des baffes. C'est-à-dire vous pouvez cantiner des baffes. Et il y en a qui mettent la musique à fond toute la journée. Voilà, donc ça c'est compliqué. Que vous voulez étudier, que vous voulez écrire, que vous voulez dormir, vous reposer. Des fois, on est à 2 dans la cellule. Donc peut-être que moi je veux dormir, mais peut-être que le co-détenu lui veut voir la télé. Donc ça c'est problématique. Même s'il va baisser le son, il y aura la lumière qui va bouger dans la cellule. Il y a beaucoup de coups dans les murs aussi. Moi, j'étais au 2e étage, mais pas loin au-dessus. Il y avait le mitard qui était au-dessus. Et toute la journée, ça tapait. Des fois, vous avez les voisins qui tapent tout le temps. T'as pas de light, t'as pas des cigarettes, t'as pas du tabac. Ça n'arrête pas de la journée. On en a parlé aussi tout à l'heure. C'est pendant même la nuit, les surveillants, ils passent. Ils allument la lumière pour voir si vous êtes vivant ou autre, je sais pas. Et du coup, toute la nuit, vous avez une lumière qui arrive de temps en temps. Et c'est assez... fatigant, et soi-disant pour prévenir les suicides. J'ai eu un camarade qui était soi-disant suicidaire, et toutes les heures il passait. La lumière qui s'allume. Je ne suis pas sûr que ça le faisait du bien pour lui. Le problème du ronflement, c'est vrai. J'ai eu pendant 3 mois un camarade qui ronflait, il était très gentil.
mais il ronflait, mais j'ai pas pu dormir pendant 3 mois. Ça, c'est problématique. Le confort du lit. Ok, on n'est pas là pour parler de confort vraiment, mais le matelas à Fleury-Mérogis, c'est un matelas en plastique, donc c'est très mauvais pour le dos, donc j'avais des problèmes de dos après. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas d'oreiller, donc on a eu plusieurs semaines avant d'avoir un oreiller, du coup il fallait prendre nos pulls, faire une sorte de truc pour faire l'oreiller. Donc il y a vraiment un souci dans ça, et même à un moment dans la cellule, quand j'étais aux arrivants, on n'avait qu'une seule chaise alors qu'on était 2. Donc je sais pas, il y a des choses qui sont tellement pas logiques, je sais pas, c'est curieux. Et pas de papier toilette aussi, hein. Quand vous arrivez, on vous donne un rouleau de papier toilette, mais on vous dit pas qu'il faut le garder pendant toute la semaine. Donc après, voilà, il y a plein de choses tellement simples qui pourraient être réglées. Maintenant, pour parler des personnes handicapées, à noter que les maisons d'arrêt, notamment Fleury-Mérogis, n'est pas du tout adapté pour les personnes handicapées. J'ai eu un camarade qui s'appelle Joseph qui était en fauteuil roulant. Et le fait est, à un moment, il y a eu un problème d'ascenseur et l'ascenseur n'a pas fonctionné pendant une semaine, un truc comme ça. Du coup, Joseph ne pouvait plus descendre en promenade, ne pouvait plus aller aux activités, sauf si nous, les autres détenus, on portait son fauteuil ou on le portait lui pour pouvoir le faire descendre parce que les surveillants refusaient de s'occuper de porter ou de pousser son fauteuil. Donc les lieux ne sont vraiment pas adaptés. À noter que Joseph aussi avait des problèmes d'épilepsie et je me souviens notamment quand on était à la bibliothèque ou des fois au groupe biblique du samedi, il lui arrivait de faire des crises d'épilepsie. Mais quand il avait des crises d'épilepsie, les surveillants refusaient de s'en occuper. Effectivement, c'est peut-être pas leur rôle, je ne sais pas. Le fait est, c'était à nous, autres détenus, de s'occuper de lui. Et il a fait plusieurs crises où je me souviens que Arnaldo le tenait très fort, et moi je prenais le cachet qu'il avait sur lui et je devais lui mettre au fond de la gorge. On n'est pas du tout médecin, mais on l'a fait 2 fois pour régler cette crise d'épilepsie. J'ai vu le cas aussi à un moment où je distribuais le repas d'un détenu qui était sourd-muet. Et à noter, alors déjà c'est pas facile d'avoir des informations et de se faire comprendre, et que pour lui c'était vraiment la catastrophe de comprendre quelles étaient les procédures, parce que forcément les surveillants n'avaient pas la maîtrise du langage des sourds-muets, et nous-mêmes on n'avait pas, et du coup il fallait avoir le réflexe de parler tout doucement, de le faire comprendre. Voilà, je pense qu'il y aurait des procédures à travailler pour s'adapter aussi aux détenus, pour l'aider à se réinsérer positivement. Il y a aussi le cas des personnes âgées. Notamment, je suis passé un moment à Melun où il y avait vraiment, mais c'est incroyable, des personnes très très âgées, mais quasiment grabataires, et on avait l'impression qu'ils ne savaient même plus pourquoi ils étaient en détention. Il y a eu des détenus qu'il fallait les aider pour se changer, parce que ce n'est pas les surveillants qui s'en occupaient. Il y en a qui oubliaient qu'ils avaient des activités, donc il fallait les conduire à leurs activités. Et c'est voilà, à réfléchir, est-ce qu'au bout d'un moment, il ne faudrait pas mettre le détenu très âgé dans un lieu ou une sorte de maison de retraite pour son, je sais pas, juste humain, c'est juste humain. Les patients invisibles, on en a parlé. Oui, on a parlé aussi de la confidentialité, de pourquoi on est malade et autres. Il y a eu quelques cas à Fleury où, quand on est appelé pour voir le médecin, ils utilisent le micro central, et ça arrivait plusieurs fois qu'ils disaient un tel psychologue, mais devant tout le monde. Et ça, effectivement, ça fait, pour certains détenus, aller voir le psychologue, c'est soit vous êtes fou, soit vous avez tel problème. Et après, quand vous êtes en cours de promenade, c'est assez problématique. Et puis, il y en a qui, du coup, préfèrent rester dans leur cellule parce que tout le monde sait qu'ils vont voir le psychologue. Après, je pense, et les surveillants, ils ne font pas exprès, mais des fois, c'est vraiment de la maladresse et ça devrait être corrigé, effectivement. Voilà, en gros, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vais passer juste 2 petits messages. Hier, j'étais en contact avec un détenu qui s'appelle Monsieur Yassine Yayaoui et il passe le bonjour au directeur de la prison de Montbéliard, que je ne sais pas s'il est présent. Voilà, il vous passe le bonjour. Il a dit que vous le connaissez, que vous êtes très sympathique. Voilà. Et juste pour finir, ouais, alors, du coup, maintenant, je travaille pour une association qui, entre autres, aide les détenus. Ça s'appelle Auxilia. N'hésitez pas à aller voir leur site. Ça donne notamment des cours par correspondance pour les détenus. Du coup, c'est toujours bien pour se réinsérer de faire des cours par correspondance. Il y a 1600 détenus qui actuellement en profitent et aidés par 800 formateurs bénévoles. Donc voilà, toutes ces petites associations comme Banc Public, comme le Courrier de Beauvais, comme la Fraternité du Bon Larron, comme Auxilia, ça aide le détenu à garder un bon moral. C'est important de garder un bon moral, donc il faut essayer de multiplier les activités. C'est pas simple en maison d'arrêt, mais ça pourrait être des pistes intéressantes.
Et à noter que j'ai fait je suis en train d'écrire une pièce de théâtre, enfin, qui est quasiment finie, qui s'appelle Parloir fantôme. Il y a une petite vidéo qui existe sur YouTube. Il suffit de taper Parloir fantôme Malika. Malika, c'est M-A-L-Y. C'est la comédienne qui joue dans le rôle. Donc ça dure 3 minutes. C'est des souvenirs de prison. Et on va essayer de monter ça prochainement pour parler de ce qui se passe à l'intérieur. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup Stéphane pour ce témoignage très fort. Je pense qu'il y a un mot qui résume votre intervention, c'est la temporalité en fait. On a l'impression que tout est long, il faut attendre pour des besoins parfois essentiels. Donc merci pour cette intervention et ce témoignage. Je pense qu'il vaut mieux vous donner la parole et on prendra les questions qui peuvent être communes à vous deux. Donc je vais céder la parole à Maître Benoît David, qui est donc aussi le président de l'association Banc Public. Et je n'avais pas dit, Stéphane, effectivement, vous étiez au conseil d'administration de cette même association. Donc peut-être nous parler de l'association et puis de votre intervention et de votre représentation des détenus. Ça marche. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc merci pour cette invitation. Alors vous parlez déjà rapidement de Banc Public et on voit que Stéphane en est, j'ai envie de dire, l'incarnation, parce que cette association avait été créée en 1999 par un ancien détenu qui s'appelle toujours Milko Paris, qui sortait d'une très longue peine et qui s'était dit il faut rendre visible l'invisible par un site internet qui rassemblerait un maximum d'informations sur les prisons en France et en Europe. C'était ce contrat, j'ai envie de dire, ou ce message qu'il avait voulu sortir de détention. Et aujourd'hui, si je suis le président de l'association Banc Public, c'est un peu à mon corps défendant. Je pense qu'il faut mieux que ce soit toujours des prisonniers, anciens prisonniers, qui puissent parler et représenter une association comme ça que moi qui suis avocat, mais pour des raisons administratives, on va dire. Nous ne connaissions pas encore Stéphane et on espère que bientôt il sera le président. Rapidement, parce que je pense qu'effectivement Stéphane a un peu tout balayé. Alors on pourrait remettre, j'ai envie de dire, dans des cases un peu juridiques ce qu'il a dit, à savoir ce que c'est que l'UXA, à savoir à quel moment effectivement finalement la pénitentiaire a été, enfin le médical a été séparé de la pénitentiaire, c'est en 1994, la loi de 94, qui était importante parce que justement il y avait quand même une disparité aussi au niveau national de l'accès aux soins. Et bien évidemment, dans tout ce que dit Stéphane, ça donne lieu parfois à certains contentieux. C'est pour ça que je suis avocat. Autrement, je ne servirais à rien. Mais ça s'inscrit aussi, j'ai envie de dire, dans des mouvements généraux du droit. Vous savez, c'est autour de la CEDH, de l'article 3 de traitement inhumain et dégradant de la CEDH, que s'inscrivent aussi les grands principes, j'ai envie de dire, du médical en détention. Avec ce que Stéphane a bien dit, à la fois le problème de l'accès aux soins qui peut être rentré sous une violation de l'article 3, traitement inhumain et dégradant, mais également éventuellement de l'article 8 sur des violations du secret médical, et aussi dans le cas des extractions, c'est très intéressant, moi j'ai beaucoup de contentieux de prisonniers ou prisonnières, plus rarement, alors ça, il y a plusieurs raisons. C'est déjà les femmes sont moins incarcérées que les hommes, et les femmes se plaignent moins en détention. C'est toujours ce que m'avaient dit des clients détenus. Longue peine m'avait dit la prison c'est plus dur pour elles que pour nous. Elles se battent moins, elles subissent plus. Peut-être, je sais pas, j'ai pas de statistiques pour le dire ou pas, mais du moins, c'est vrai que je vois moins de clientes incarcérées qui vont me faire part de leurs difficultés. Je pense à une, pour le coup, justement, sur ses extractions. Elle était sur le point d'accoucher, elle est amenée à l'hôpital et va rester dans la salle d'accouchement les surveillants qui ne vont pas la démenoter. Elle pouvait partir où, en fait, en train d'accoucher ça me paraît un peu compliqué, je ne suis pas une femme, mais je pense que c'est un moment en fait, où on n'est pas dans le meilleur moment de sa forme olympique pour partir en courant. Et surtout, après, il y avait des surveillants qui étaient aussi systématiquement devant la porte ouverte quand elle allaitait son enfant, enfin, les soins, j'imagine, voilà, des premiers jours de la vie. On avait quand même obtenu une indemnisation financière pour le préjudice subi au titre de violation quand même de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais plus généralement aujourd'hui, c'est effectivement ce que dit très bien Stéphane, l'invisibilité, c'est-à-dire que vous avez aussi beaucoup de détenus qui ne vont pas
se rendre à des consultations extérieures parce que ne veulent pas subir tout simplement le fait d'être menottés, entravés, qui en plus s'inscrit parfois dans une absurdité. Quelqu'un qui a des permissions de sortie, donc vous voyez, qui bénéficie déjà d'une mesure, on va dire, de confiance. Il va revenir parce que sa permission de sortie est terminée, mais il est inscrit déjà dans cette idée qu'il va sortir. Donc, a priori, il ne présente pas de grande dangerosité, etc. Mais d'un coup, il y a une extraction médicale, et là, vous avez branle-bas de combat et menotté, éventuellement entravé, etc. Alors il me dit, d'ailleurs, c'était une personne qui avait 75 ans, il devait faire je pense à lui, qui devait faire des tests auditifs, et il me disait, j'avais des menottes comme ça, je me penchais, tout le monde riait parce que j'avais une position ridicule. J'étais dans une salle qui était en plus sans fenêtre, à l'hôpital. Et j'avais des permissions de sortie. Vous voyez la disproportion. Et c'est ce que dit aussi le Conseil d'État dans un arrêt de 2015 qui est très intéressant, qui est sur la proportionnalité des mesures de contrainte et des mesures justement de sécurité qui doivent être prises, eu égard voilà, à la dangerosité ou pas de la personne concernée, eu égard aux velléités éventuelles d'évasion possibles et aussi possibles à son état physique. Pensez à cette femme, je pense que les velléités d'évasion, elle a peut-être envie de s'évader, je peux le comprendre. Physiquement, est-ce qu'elle pouvait? Je pense pas. Comme lui qui avait 75 ans, qui était en fin de peine, il n'avait pas forcément envie de s'évader parce que de toute façon, ça allait le faire encourir davantage ses difficultés. Alors, vous avez cette séparation entre le médical et la pénitentiaire, mais on le voit bien, c'est-à-dire que la confidentialité, elle est quand même souvent mise à mal parce que vous avez parfois aussi du personnel médical, à juste titre parfois, qui peut craindre le prisonnier et donc pour des mesures de sécurité finalement va accepter que ce soit présent dans la salle de consultation ou devant la salle de consultation des surveillants éventuels. Et puis vous avez, comme le disait très bien Stéphane, à un moment donné, si on appelle au micro, on vous dit un tel psychologue, c'est problématique. C'est-à-dire que vous voyez, d'accord, il y a une séparation de droits, mais en pratique, finalement, c'est par un surveillant qu'on va annoncer à un micro monsieur machin, psychologue. Donc il y a une violation déjà du secret médical. Et puis vous avez nécessairement ces moments où le corps médical doit passer, mais ne va rendre qu'un avis. Je pense dans le cadre des mesures d'isolement et de prolongation d'isolement. L'isolement, c'est pas du quartier disciplinaire. L'isolement, c'est une mesure de sécurité. C'est pas une mesure de sanction. On est placé dans un quartier particulier de la détention pendant 3 mois, renouvelable, sans date de fin. Donc il y a des gens qui font des dizaines d'années d'isolement. La Cour européenne des droits de l'homme considère que au bout de quelques semaines, vous avez déjà des troubles psychiques. Imaginez, au bout de 10 ans, l'état de la personne. Et il y a quand même le législateur français, dans sa grande bonté, à un moment déterminé qu'au-delà de 3 mois, il faut un avis médical. Mais l'avis, nous dit d'ailleurs le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ne lie pas l'administration. C'est-à-dire que si vous avez un avis qui vous dit incompatibilité du maintien à l'isolement d'un détenu, et que la pénitentiaire dit très bien, mais pour des mesures de sécurité, on va le maintenir à l'isolement, le médical ne peut pas lever la mesure. Donc vous voyez, on se heurte aussi quand même à un moment donné où finalement c'est la pénitentiaire qui intervient dans ce côté médical. Alors après, on peut saisir le juge administratif qui peut exercer un contrôle éventuellement de proportionnalité, qui va éventuellement dans le cadre d'un référé faire droit à la mesure de suspension. Mais vous voyez, c'est une débauche de moyens alors que vous avez ce moment où intervient le médical. Et puis le médical va intervenir bien sûr à la demande éventuellement du prisonnier ou de l'administration pour venir voir la personne qui est incarcérée au quartier d'isolement régulièrement, mais on se retrouve quand même confronté à cette difficulté. Et puis, vous avez, Stéphane, il n'y a pas besoin finalement d'aller plus loin, c'est l'offre de soins. Vous comprenez bien que la difficulté, c'est d'accès aux soins. Accès aux soins déjà physiques, mais dû par des contraintes sécuritaires, mais ils sont indépendantes de la volonté, tant des médecins, j'ai envie de dire, que l'administration qui a à sa garde, j'ai envie de dire, des prisonniers. Mais ouais, faire un mot,
vous avez une rage dedans, faire un mot, le mettre dans une, faut sortir de sa cellule, mettre dans une boîte, etc. Et quand vous n'avez pas non plus de personnel, il y a quand même une difficulté d'accès aux soins. Et quand on entend, voilà, s'arracher une dent, on l'a entendu 10 fois, 100 fois en détention. Et vous avez sur ce problème des soins, de continuité des soins, les continuités de l'extérieur des soins. Quand vous arrivez en détention, la loi prévoit effectivement la rencontre avec le prisonnier arrive et la loi prévoit qu'il y ait une visite médicale. Et si vous avez des soins à l'extérieur, un traitement médicamenteux, déjà vous avez le médecin de l'administration pénitentiaire qui peut mettre un terme en disant ce traitement ne va pas vous le renouveler. Bon, vous voyez, il y a quand même un passif parfois sur une personne, la continuité du soin est quand même mise à mal. Je pense particulièrement dans le cas des personnes qui sont en transition sexuelle. J'avais une cliente comme ça qui, au retour d'une permission de sortie, elle avait ses hormones, et on ne lui a pas donné pendant plusieurs jours. Et c'est pourtant un moment où elle en avait besoin. Enfin, il y avait une nécessité déjà qui avait été ordonnée par un médecin. Et puis, cette continuité des soins, vous avez ensuite le problème de la sortie. Stéphane a parlé de ce détenu qui est mort 3 mois après. Moi, j'ai un très bon client aussi, Pascal, qui est une très longue peine, qui n'a pas eu les soins adéquats. C'est-à-dire qu'il est sorti pour mourir. Quelques semaines après sa sortie, on lui a diagnostiqué un cancer très avancé et il en est mort. Parfois, on entend dire que c'est une médecine de guerre, mais peut-être qu'on est même mieux soigné à la guerre qu'en détention aujourd'hui. Ce qui est avec une inégalité, bien évidemment, de traitement. Vous êtes en maison d'arrêt, c'est là où il y a la surpopulation carcérale, la maison d'arrêt. C'est pas l'établissement pour peine. L'établissement pour peine, vous n'avez pas de surpopulation. Donc vous avez peut-être mieux soigné en établissement pour peine, mais parce que vous avez plus de médecins, j'ai envie de dire, pour les détenus que dans une maison d'arrêt. Mais pour autant, c'est quand même aussi cette difficulté. Alors, on en a parlé, les consultations, le personnel qui doit quand même être habilité par le garde des Sceaux. C'est-à-dire que même s'il y a cette séparation pénitentiaire et médicale, enfin et santé, ministère de la Santé, vous avez quand même une habilitation qui doit être donnée par le garde des Sceaux. Et d'ailleurs, on voit 2 décisions que j'avais trouvées qui étaient intéressantes. C'était une infirmière qui avait été suspendue parce qu'elle avait communiqué avec la famille d'un détenu, chose qu'elle ne pouvait pas faire, qu'elle n'avait pas le droit de faire. Cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 mars 2006. C'est intéressant que aussi on ne peut pas finalement avoir presque recours aux sachants que sont le reste des membres de la famille. Ou nous, en tant qu'avocats, de toute façon, on est aussi suspicieux, les avocats, pour tout le monde. C'est-à-dire à la fois pour l'administration pénitentiaire, parfois, et puis pour le médical, quand vous appelez et vous dites... L'autre jour, ça m'est arrivé, j'ai dit, écoutez, j'ai mon client, mais je vous parlerai pas, je parle à l'infirmier, mais je vous parlerai pas, maître, je vous parlerai pas secret médical. Je fais, écoutez, vous faites ce que vous voulez, moi je vous dis juste une chose, c'est que mon client n'est pas bien. Alors après, vous prenez cette information ou pas, je vous l'ai communiqué, à vous d'intervenir. Je vous demande pas de me dire ce qu'a mon client, c'est effectivement du secret médical. Mais nécessairement, vous voyez, si l'avocat intervient auprès du médical, en plus, le prisonnier va être, j'ai envie de dire, un peu pointé du doigt. C'est-à-dire, votre avocat a appelé, ça ne va pas faire bien, votre avocat a appelé. C'est pourtant parfois aussi le moyen pour débloquer certaines situations. Alors, déroulement des consultations, qui est aussi la question se pose. Et Stéphane nous parlait de son co-détenu qui savait écrire, mais en détention, vous avez beaucoup de gens qui ne savent pas écrire. Enfin, se pose aussi la question de l'étranger qui ne parle pas français. Ou dans une langue qu'on ne comprend pas. S'il parle en anglais, on peut avoir la chance de tomber sur un surveillant qui parle un peu anglais, qui va comprendre qu'il est souffrant et donc éventuellement lui dire comment rédiger. Mais c'est une vraie question. Comme le handicap invisible, vous avez le handicap, les personnes qui sont en fauteuil roulant,
la difficulté de sortir de leur cellule, mais la confrontation aussi avec celui qui est atteint d'un handicap dit invisible, sensoriel. J'avais un client, j'ai eu plusieurs clients sourds-muets qui en plus ne savaient pas écrire français. Donc le peu de langue de signes qu'ils avaient, ils le perdaient puisqu'ils ne parlaient avec personne. Ils ne pouvaient parler avec personne. Et je me rappelle, on était dans une situation complètement ubuesque où c'était à Fresnes et des surveillants m'ont appelé. Je les comprends. Pour le coup, c'est pas de leur faute. Ils me disent on n'en peut plus de votre client. Il n'arrête pas de taper sur les murs ou sur la porte. On comprend pas ce qu'il veut. On n'en peut plus. Il faut le faire sortir. C'est pas moi qui décide, malheureusement. On n'en peut plus. On l'a mis au quartier disciplinaire là pour être tranquille. On n'en peut plus. Je les comprends, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à gérer non plus des personnes en situation de handicap. Si vous êtes en situation de handicap, vous ne devez pas aller en prison, tout simplement. Enfin, si votre état de santé n'est pas compatible, ne peut pas y aller. Et comme il tapait, en fait, c'est la seule chose qu'il sentait, cet homme, c'était les vibrations. Il n'entend pas le bruit, donc la seule chose qu'il sentait, c'était les vibrations. Et il voyait que sans doute en tapant, les surveillants venaient, qui devaient lui parler, qu'il entendait, voilà, et qui ne devait pas comprendre ce qui se passait, et nécessairement, à un moment donné, tout le monde craquait, et on le mettait, il avait été mis au quartier disciplinaire. Au final, l'État avait été condamné pour traitement inhumain et dégradant sur ces conditions de détention, parce que il avait en plus accès à rien en détention, hein, pas de télé, il ne savait pas lire, pas écrire, enfin c'était absolument dingue. Alors, je terminerai sur deux choses. Je vous ai parlé un peu des mesures de sécurité, je vous ai un peu parlé du problème du secret médical. Il faut aussi, sur les traitements médicamenteux, c'est très intéressant parce qu'avant 1994, vous avez ce qu'on appelait le système de la fiole. C'est-à-dire quand vous aviez des médicaments à prendre, ils étaient réduits en poudre, on était dans une fiole avec de l'eau, et puis on disait à un tel, prends tes médicaments, voilà, c'est la fiole. Et ça a changé parce que, je ne suis pas scientifique, mais on le sait bien que parfois qu'il ne faut pas prendre des médicaments ensemble, il faut mieux attendre pour l'efficacité de l'un et de l'autre, etc. Et donc vous aviez ça notamment qui était problématique. Et puis le fait aussi de finalement on avait l'efficacité du médicament était moindre. Et ce trafic de médicaments, c'est intéressant ce qu'a dit Stéphane, parce qu'on le rencontre. Vous avez des prisonniers qui ont de tels troubles psychiques, je pense à un de mes clients, il ne peut pas... il est à la santé, et à la santé, on lui donne ses médicaments pour une semaine. Mais en fait, si vous n'êtes pas à côté de lui pour lui dire « tu prends ton médicament maintenant tel jour », il ne prendra pas ses médicaments. Ou alors il les prendra tous d'un coup. Et parfois, vous avez l'effet shoot aussi. Certains qui prennent les médicaments tous d'un coup parce que ça leur permet d'avoir une dose de relaxation, enfin, une dose de shoot. Le principe du shoot. Alors, je terminerai, voilà, enfin, parce que j'arrête pas de dire que je terminerai, mais sur les soins psychiques. Les soins psychiques, alors... Moi, j'ai toujours entendu dire que 40% des prisonniers auraient des troubles psy. Alors, quels troubles psy, à quel niveau, etc. Dernièrement, il y a quelques semaines, j'ai entendu que c'était 80%. Bon, je sais pas. Quoi qu'il en soit, vous avez quand même un grand nombre de prisonniers qui ont des troubles psychiques, soit du fait de l'incarcération, soit qui existaient avant l'incarcération. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi finalement on incarcère des personnes qui ont des troubles psychiques ? Déjà, c'est parce que la loi a finalement, et l'État a détruit la psychiatrie et donc la contrepartie, ça a été l'incarcération. Alors que face à des gens qui présentent une dangerosité psychiatrique, on met aussi sous le même plan dangerosité criminologique. Alors qu'une dangerosité psychiatrique, c'est pas la même chose. C'est aussi cette histoire d'altération et abolition du discernement. Vous avez très peu de décisions annuelles qui sont rendues en matière d'abolition du discernement. Altération, vous en avez beaucoup plus. Je trouve ça très hypocrite, cette notion d'altération du discernement. Soit votre discernement, vous l'avez, et ça,
l'élément intentionnel de l'infraction pénale, il est constitué, soit vous ne l'avez pas. Vous n'êtes pas un petit peu fou. Comme les gens j'avais un client à son procès, il était sourd-muet, en plus schizophrène, et l'expert psy dit oui, il entend un petit peu des voix. Enfin, soit on entend des voix, soit on n'entend pas de voix, mais on n'entend pas un petit peu des voix. Vous voyez. Après, j'avais compris, c'est que personne voulait récupérer ce patient condamné dans une affaire criminelle, sourd-muet, dans son service de psychiatrie, qui était déjà fonctionnait très mal, enfin fonctionnait de manière très tendue en plein désert médical en France. Et bien évidemment, l'administration pénitentiaire n'est pas là pour gérer des malades, elle est là pour gérer l'exécution d'une décision d'incarcération, donc d'assurer la garde. Et malheureusement, c'est vrai que en fait, tout le monde s'en lave les mains. On confie à l'administration pénitentiaire, finalement, des gens qui n'ont pas leur place en détention. Alors, vous avez ces mécanismes de suspension médicale de peine, suspension aussi maintenant de la détention provisoire, depuis 2014, si je ne me trompe pas, mais la suspension médicale de peine, c'est 2004, je crois, vous savez peut-être mieux que moi, qui permet justement, au vu d'un seul certificat médical, en cas d'extrême urgence, de permettre de suspendre la peine pour les motifs médicaux. C'est une avancée, ça s'inscrit bien évidemment dans le droit chemin de l'article 3, et ça nécessite quand même aussi de considérer que en détention, on a affaire pas seulement qu'à des personnes qui ont commis des faits, mais qui sont aussi parfois des malades. Voilà, je vous remercie. Bien, merci Maître pour ce témoignage qui a très bien complété le propos de Stéphane. On voit que, et en repartant du sujet en fait posé dans le cadre de ce colloque, que les atteintes aux droits fondamentaux sont malheureusement très fréquents et légion, et parfois même des atteintes à la dignité, des choses de base, comme évoquait Stéphane. Donc voilà, c'est un peu perturbant de vous entendre tous les deux, je vous avouerai. Un moment... Vous allez commencer par les questions de la salle. Avec le micro, c'est mieux. Ça marche pas. Voilà. Ah, faut appuyer au bout. Ça y est. Merci. Je disais donc qu'on allait commencer par les questions de la salle. Bonjour, merci pour ces propos éclairants. Alors bon, j'étais pas à Fleury entre 2015 et 2017. J'étais à Fresnes. Je peux pas être partout. Je voulais quand même. Alors c'était pas vraiment des questions. Alors d'abord, je voudrais vous demander éventuellement si vous pourriez nous aider sur une chose sur laquelle on est en train de se casser les dents. Là, pour le coup, avec l'administration pénitentiaire et depuis longtemps, j'ai entendu tout à l'heure notre collègue de la santé dire qu'il y avait une politique locale à la santé pour ne pas faire de travaux sur la réduction des risques. Nous, au niveau de l'association, nous travaillons avec la santé, le ministère de la Santé, qui n'est pas un ministère d'une force extraordinaire, si je puis me permettre, au regard du ministère régalien que dirige le garde des Sceaux. Et je ne parle pas de l'intérieur, qui évidemment n'est pas non plus un ministère très souple et sympathique. En tout état de cause, depuis quelque temps, il y a des choses qui ont disparu, notamment il n'y a plus de marché du préservatif payé par l'administration pénitentiaire, comme c'est le cas depuis de nombreuses années. Bon, alors ils ont des problèmes il paraît qu'ils sont dans des boîtes en métal à cause du lubrifiant, et la boîte en métal, ça sonne, alors il faut qu'ils trouvent un autre prestataire. Voilà, bon. En tout état de cause, ça fait plus d'1 an qu'il n'y a plus de marché du préservatif dans les prisons, il n'y a plus de distribution de préservatifs dans les prisons, mais bien évidemment, il ne se passe jamais rien dans les prisons, donc il n'y a pas besoin de préservatifs, on sera d'accord là-dessus. De la même manière, ça fait depuis 2000, c'est-à-dire juste 20 ans, hein, à peu près, 22 ans, l'âge de ma fille, que Bernard Kouchner avait parlé des programmes de réduction des risques avec échange de seringues. C'est dans la loi, c'est écrit partout. Et l'administration pénitentiaire, la direction de l'administration pénitentiaire nous a menacé de cesser de travailler avec nous si on continuait de leur parler de réduction des risques et d'échange de seringues. Bien évidemment, il ne se passe jamais rien dans les prisons. Il n'y a absolument pas de drogue, il n'y a absolument pas de shoot. Hein, et tant qu'il n'y aura pas d'échange de seringues, il n'y en aura pas. Voilà. Donc, le problème, c'est que nous, d'abord, on aimerait bien qu'on ouvre un petit peu les mirettes, là. Il se passe des choses dans les prisons.
Voilà. Et c'est pas parce qu'on va parler aux gens de préparer leurs obsèques ou de prendre une assurance vie qu'ils vont mourir. Donc c'est pas parce qu'on va faire des programmes d'échange de seringues qu'on va rendre des gens toxicos. Bon, ceux qui le sont, ceux qui le sont pas. En revanche, qu'il y ait des gens qui puissent se contaminer dans les prisons par des pratiques sales, parce qu'on ne leur a pas donné les mêmes moyens qu'à l'extérieur pour se protéger, ça peut arriver. Et je préférais ne pas être le chef de service qui doit rendre compte à un tribunal du fait qu'on n'a pas mis les moyens. Parce que la problématique, c'est que, évidemment, là, on a parlé tout à l'heure de pression, évidemment, là, la pression est grande, et je vous dis, même au niveau de la direction de l'administration pénitentiaire, c'est une menace de se lever de la table et de cesser de travailler avec nous sur le guide méthodologique et les aménagements. Voilà, donc, eh bien, écoutez, voilà, j'en profite parce qu'on le dit à tout le monde. Apparemment, j'ai envie de dire, tout le monde s'en fout. C'est pas un problème. Et donc, moi, ça, c'est quelque chose sur lequel on est beaucoup en train de se fâcher. Bon, il y a plein d'autres trucs, la médecine du travail, enfin bon. Alors, je voulais aussi revenir sur 2-3 trucs que vous avez dit l'un ou l'autre, hein, parce que bon, voilà, ça fait 32 ans que je travaille en prison, il y a quand même des trucs. Alors, 80% de malades mentaux, non, je crois pas, c'est surtout 80% de gens qui prennent des traitements. C'est comme ça qu'ils ont fait leurs statistiques. Et les traitements, ça concerne aussi les traitements hypnotiques. Et tout à l'heure, Stéphane le disait, on ne dort pas en prison. Je vous rassure, les professionnels non plus ne dorment pas dans la journée, il y a trop de bruit. On ne fait pas la sieste non plus. Voilà, effectivement, et vous avez oublié les sondages de barreaux dans ce que vous avez dit, qui sont quand même extrêmement pénalisants. Enfin, je veux dire, à terme, ça finit par créer de l'agressivité. Enfin, je veux dire, moi, je le vivais dans mon bureau, que vous devez connaître, probablement, parce que de ce que j'ai pu identifier, vous étiez dans le bâtiment où je travaillais. Voilà. Donc, le sondage de barreau, pour moi, c'est un truc, mais qui est d'une violence. En fait, c'est un système. Voilà, on teste si on lime pas les barreaux, parce que depuis Monte Cristo, on a toujours peur qu'ils se barrent. Hein. Mais pour se barrer de Fleury-Mérogis, il faut déjà y aller. Hein. Donc, bon. Donc voilà, ça c'était par rapport aux 40%, aux 80%, c'est pas la même étude, c'est pas sur les mêmes choses, on s'est pas basé, on n'a pas pris, en fait c'est pas la même enquête finalement qui a été faite. Je voulais aussi revenir sur la confidentialité à l'hôpital, nous aussi on se bagarre là-dessus, j'ai la confidentialité des soins, je suis moi-même allée à la commission médicale d'établissement il n'y a pas fort longtemps pour représenter aux médecins leurs droits et devoirs, aux médecins hospitaliers. La problématique qu'ils m'ont rapportée, et je la connais, c'est que quand vous avez une personne détenue qui arrive avec des moyens proportionnels de contrainte, hein, vous en avez parlé, c'est-à-dire 3 personnes, gilet pare-balles, gilet pare-lame, menotté, entravé. Bon, ils arrivent là et l'agent pénitentiaire explique au médecin que pour sa propre sécurité, il faut bien qu'il reste. Et que si jamais il lui arrive quelque chose, il ne faudra pas qu'il vienne se plaindre. Alors, moi, je les comprends, mes collègues. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est en train de leur dire bah, tu vas peut-être pas rentrer chez toi ce soir, parce que là, je un vilain méchant pas beau, celui-là. Bon, nous, quand on est à l'intérieur de l'établissement, on les connaît, nos patients. C'est-à-dire que oui, il y en a sur lesquels on sait parfaitement qu'ils sont imprévisibles. Et c'est pas parce qu'ils sont particulièrement dangereux, mais parce qu'ils ne se maîtrisent pas pour des tas de raisons. Et puis, il y en a plein avec lesquels on a des relations de patients à médecins. Je pense que vous avez dû en avoir certainement, jusque y compris en leur serrant la main, chose qui est juste impossible pour un surveillant avec un détenu. Il paraît que c'est un problème de sécurité. Bien. Donc j'avais encore 2 choses sur le stockage du médicament. Oui, mais les trafics, ça existe dehors, ça existe dedans. Et après, c'est aussi un parti pris. Moi, personnellement, je considère que ça n'est pas parce qu'on a des gens qui sont assujettis à une administration qu'il faut qu'on leur fasse des choses qu'on ne ferait pas à des gens dehors. Et pour moi, l'égalité des soins dedans-dehors, ce n'est pas de contrôler systématiquement. Alors, je suis d'accord avec vous que quand il y a des gens qui ne sont pas en état de prendre de manière correcte leur traitement, on va jusqu'à mettre des piluliers à certains patients pour les aider, hein, des patients âgés ou des patients effectivement qui ne maîtrisent pas. Mais la question de la coercition, parce qu'ils sont en prison, on va leur donner leur traitement, comme la fiole finalement. Tiens, prends ça, attends, je regarde, je vérifie, soulève ta langue pour voir si tu l'as bien avalé. Ben non, non, ça c'est pas envisageable. Donc pour moi, et je le dis et je le serine à Fleury, je ne veux pas
qu'on exerce un contrôle sur des personnes pour lesquelles ça n'est pas médicalement justifié. Si c'est juste pour empêcher le trafic en cours de promenade, je ne peux pas être d'accord avec ça. Sinon, on va faire la même chose à Château-Rouge, enfin voilà, hein, dehors. Et puis pour l'arrêt des traitements, alors là c'était juste pour faire une petite précision, vous avez donné un exemple qui était au niveau des transgenres, juste pour que vous sachiez, effectivement il y a des situations dans lesquelles on arrête les traitements des personnes transgenres pour la bonne et simple raison que nous ne pouvons pas en tant que médecins généralistes, nous n'avons pas le droit réglementairement de prescrire ce type de traitement et nous devons faire appel à un spécialiste, c'est la loi, on n'a pas le droit parce qu'on n'est pas compétent. Donc en fait, c'est pas qu'on les arrête, c'est qu'on ne les renouvelle pas. Bon, ça, c'est pour l'exemple précis que vous avez donné. Pour le reste, il y a parfois effectivement des traitements qu'on arrête, mais est-ce vraiment des traitements, je pense au Lyrica, au Tramadol, au Diaz, au Roche, hein, le Valium, etc., où là, effectivement, on est dans autre chose et on va agir différemment avec une autre prise en charge. Je suis désolée, Stéphane, d'avoir entendu ce que vous avez raconté. Le dentiste, alors il n'est pas là, notre collègue dentiste, il dit que si on voulait répondre à tous les besoins dentaires de toutes les personnes détenues à Fleury-Mérogis, il faudrait que chaque dentiste de Fleury voie 200 personnes par jour. Voilà, c'était juste pour illustrer un petit peu. Je suis vraiment désolée, c'est horrible et je suis vraiment, voilà. Mais après, on fait aussi ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Et pour ce qui est de Fleury, il faut que vous sachiez qu'on est en dessous des quotas qui sont prévus parce que c'est tellement énorme qu'on nous explique que ça coûterait tellement trop cher si on mettait vraiment la même chose corrélée au nombre de personnes détenues et aux établissements. D'ailleurs, les chiffres, c'est facile, hein. C'est moins de 600, de 600 à 1000 et au-dessus de 1000. Hein. C'est comme ça qu'ils ont calculé. Alors au-dessus de 1000, ben, au-dessus de 1000. Voilà. Merci beaucoup pour vos propos complémentaires, Dr Canoui. Il y a une autre question juste derrière. Alors, Béatrice Goutte, donc je suis médecin sur la maison d'arrêt d'Auny. Alors, ce n'est pas une question, puisque tout ce que vous avez évoqué, je suis parfaitement au courant de tout. C'est juste des petits compléments. Déjà, je suis tout à fait d'accord avec Valérie, on n'est pas là pour faire du contrôle. Bon, ceci dit, de temps en temps, les surveillants nous ramènent des paquets avec 2000, 3000 médicaments, on recompte tout, on voit ce que les gens prennent. Quelquefois, il y a plus d'1 an de traitement qui a été stocké. Donc, à quel but? Ça peut être quelquefois pour se rassurer d'avoir son gros sac de médicaments. On ne les prend pas intentionnellement, mais par contre, on continue à accepter de les recevoir uniquement pour avoir une assurance quelque part. Je ne sais pas, ça doit les réconforter. Pour faire du trafic aussi. Et puis, quelquefois, parce qu'ils n'osent pas dire qu'ils ne les prennent plus, parce qu'ils ont peur qu'on les juge si jamais ils ne prennent pas leur traitement. Je suis totalement d'accord avec Valérie. L'une des grosses problématiques en prison, c'est la perte d'autonomie. C'est-à-dire qu'il faut arriver à jongler entre faire ce qu'il faut pour les personnes, mais ne pas tout faire à leur place. Parce que quand ils vont sortir, ce sont des personnes qui ont perdu leur autonomie. Donc il faut absolument qu'ils gardent cette autonomie, cette capacité à prendre par eux-mêmes leur traitement. On a les systèmes des piluliers. Nous, les psychotropes, ils sont distribués 2 fois par semaine. Moi, je les incite à dire, prévenez l'infirmière si jamais au moment de la distribution, s'il y a certains médicaments que vous ne prenez plus, vous serez revu en rendez-vous et on en rediscutera. Mais par contre, il est très important de laisser, et puis les traitements somatiques qui sont distribués au mois, ils viennent le chercher à la grille, ils ont leur sac comme s'ils allaient à la pharmacie. Mais il est très important de maintenir l'autonomie des personnes, parce que ce sont des gens qui sont dedans pendant un certain temps, mais qui sont voués à retourner à la vie à l'extérieur. Et il ne faut pas qu'on en fasse des gens qui sont incapables de se prendre en charge. Donc on travaille beaucoup sur le maintien de l'autonomie, et même pour des diabétiques qui d'habitude ont une infirmière ou la femme ou la maman qui s'occupe d'eux, eh bien très très important, c'est de leur apprendre à se débrouiller, à gérer tout seul leur diabète. Et ça, c'est un des gros rôles des infirmières dans l'unité. On est une petite équipe, nous on n'a que 6 infirmières pour 850 détenus, et encore, c'est 5 infirmières la plupart du temps. Je suis toute seule comme médecin actuellement, depuis quelques années, parce que se pose le problème qu'on connaît bien des sous-effectifs médicaux sur l'ensemble du territoire. Donc déjà, pour récupérer des médecins généralistes, il n'y en a plus beaucoup en France. Ensuite, récupérer des médecins généralistes qui vont accepter de travailler à l'hôpital,
c'est pas la meilleure carrière pour un généraliste, c'est surtout les spécialistes. Et ensuite, des médecins généralistes qui acceptent de travailler en plus en prison, d'être médecin hospitalier et travailler en prison, c'est encore un obstacle supplémentaire. Alors quand on est à 30 km de Paris, très mal desservi par les transports, c'est encore pire. Ensuite, vous parliez, monsieur l'avocat, des difficultés des avocats pour intervenir justement au niveau de la santé, etc., et le mal vu. Alors, il y a le côté effectivement où l'intervention de l'avocat, et moi j'ai des avocats que je remercie, puisqu'ils m'adressent, ils font des recherches auprès de la famille pour m'adresser les ordonnances, des comptes rendus d'examen auxquels je n'aurais pas accès, même si dans ma consultation arrivant systématiquement, je reprends tous les antécédents et je fais récupérer par la secrétaire les comptes rendus de prise en charge dans différents hôpitaux, chez des spécialistes, etc. Les comptes rendus qui me permettent d'assurer la continuité des soins, mais ça peut prendre un peu de temps quelquefois pour avoir tous ces documents. Mais par contre, on a aussi, et ce dont on ne parle pas, c'est l'inverse, c'est-à-dire tous les détenus et les avocats qui se servent de la santé pour plaider sur la santé au lieu de plaider sur l'affaire pénale. Enfin, bon, je schématise un petit peu, mais alors, avec des exigences de dossier médical pour pouvoir plaider sur la santé. Moi, j'ai le cas récemment d'un monsieur qui fait des pieds et des mains et son avocat qui me traite d'article 3, soins, enfin, dégradants, enfin, etc., actes de torture et de barbarie. Dans son courrier. Et en fait, c'est simplement un monsieur qui est diabétique, qui se faisait suivre une fois de temps en temps par son médecin traitant à l'extérieur, juste une prise de sang une fois tous les 3 mois, qui a toujours été incapable de se faire un dextro, et qui, arrive en détention, refuse le peu de médicaments qu'il prenait, refuse de venir faire les prises de sang, refuse de venir faire des dextros, exige au bout de 2 mois, il refuse au départ d'avoir un appareil pour faire lui-même ses prélèvements, et au bout de 2 mois, dans la toute-puissance, j'exige, je n'ai pas eu l'appareil, c'est scandaleux, et ce monsieur, en fait, joue sur l'ambiguïté, refus de soins, et faire intervenir l'avocat parce qu'il n'est pas soigné. Donc en fait, ça, c'est un jeu qui est quotidien. Sans compter tous les gens qui simulent. J'ai récemment eu une exposition du service aux droits du patient avec les responsables des usagers, etc., de l'hôpital. Et le neurologue était là, et qui m'a dit, quand j'ai fini mon exposé, il m'a dit, effectivement, tes patients sont très difficiles à prendre en charge. Déjà, pour la moitié, ce sont des patients qui sont des simulateurs. Et comme on dit à quelqu'un qu'il simule, parce qu'il est en recherche de bénéfices secondaires, et quand la clinique ne correspond pas à ce qui est mis en avant par la personne, moi ce que je regrette, c'est effectivement tous ces gens qui en abusent, qui abusent du système, qui nous font perdre du temps alors que des moyens en temps, on n'en a pas énormément. Mais surtout, deuxièmement, c'est pour toutes les personnes qui, elles, vont être les patients invisibles et qui ne pourront pas être pris en charge parce qu'il n'y a plus assez de temps pour avoir une attention particulière pour cela. Ensuite, un de nos gros obstacles dans le soin, et qui est un obstacle majeur, c'est comme disait Valérie, les patients, ils n'ont pas les clés des cellules. Et quand, hier après-midi, j'avais 12 personnes plus 3 rajouts à voir en 3h30, et que j'en ai 2 qui sont venus, et un rajout qui est venu à la consultation parce que toute l'après-midi, ça a été blocage de mouvement, patient non envoyé, la personne qui ne reçoit pas les convocations. On fait nos convocations la veille pour le lendemain, donc distribution la veille pour le lendemain, pour toute la journée. On a fini par imprimer les petites convocations en rose, parce que dans les poubelles d'Epic, ça se voit, le rose. Donc, la distribution pour prévenir la personne qu'elle n'aille pas en promenade parce qu'elle a un rendez-vous médical, c'est fait une fois sur 4, je dirais, ou une fois sur 5. Ensuite, le fait que y a un monsieur, le surveillant lui a fait répéter, enfin le surveillant du médical a appelé son collègue pour lui dire, et pour le titiller un peu, oui, ton monsieur, là, il travaille dans quel atelier? Où est-ce qu'il travaille? Parce que tu m'as dit qu'il était au travail et qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il travaille. Eh bien, le monsieur était libéré, en fait. Alors, on a aussi des patients libérés qui vont en promenade, qui est un motif d'absence aux rendez-vous médicaux. Donc, on a tout ce système et cette interface qui est extrêmement difficile. Alors, je ne dis pas que tous les surveillants font mal leur boulot, je ne dis pas qu'ils sont débordés. Moi, j'ai vu les périodes de vacances
les périodes les week-ends, des périodes de troubles, etc., avec des ouvertures de détention avec 10 agents. Et quand on commence à avoir des officiers dans les pics, c'est qu'il y a réellement un problème. Donc la période Covid, j'en parle pas, parce qu'il y avait plein de motifs de ne pas être présent. Donc on a des établissements qui n'ont pas les moyens en personnel, qui n'ont pas les moyens d'avoir cette attention qui est nécessaire. Et on essaye, heureusement qu'il y a le biais des signalements par mail, parce que du coup on arrive à récupérer des choses comme ça. Mais voilà, c'est extrêmement compliqué. Et c'est une médecine qui est par contre très intéressante. Et franchement, c'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de jeunes qui se tournent vers la médecine carcérale. Je pense qu'il faut avoir de la bouteille, de toute façon. C'est pas quand on commence sa carrière de médecin qu'on peut travailler en prison. Je pense qu'il faut avoir de la bouteille parce qu'il faut être clinicien, parce qu'on n'a pas les examens complémentaires comme on veut. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup pour ces propos très éclairants. Je vous propose que nous clôturions cette matinée d'échange. Je remercie encore vivement nos intervenants et notre présidente. Merci beaucoup. Nous nous retrouverons donc à 14h pour la suite de ce colloque. Merci à vous.